Tu me dégoûtes depuis le premier jour où je t'ai rencontré. La voix de Chloé Cartier est tranchante, aussi fine et cruelle que du verre brisé. Elle déchire le bavardage poli de la fête de fiançailles. La climatisation est trop forte, et elle transporte l'odeur douce et écœurante des fleurs qui se fanent. 50 invités me regardent. Certains ont la bouche ouverte, figés par l'incrédulité. D'autres détournent le regard, soudainement fascinés par leurs assiettes ou le motif de la moquette. Je suis assise à la table d'honneur, ma robe vert sapin contrastant vivement avec la nappe d'un blanc éclatant. Mes mains reposent sur le lin. Elle ne tremble pas. Chloé est debout, sa flûte de champagne serrée dans ses doigts manucurés. Sa propre robe blanche est trop moulante, menaçant de craquer aux coutures. Mon fils, Ethan, se tient à côté d'elle, mâchant une crevette. Il ne lève pas les yeux de son assiette. Je ne supporte plus cette situation, annonce Chloé, sa voix montant en puissance. Ethan, dis à ta mère qu'après le mariage, elle ne pourra plus vivre dans la maison. Ça me donne la chair de poule de la voir traîner dans ses vieilles pantoufles tous les jours. Des chuchotements éclatent dans la salle. Madame Martin, ma voisine depuis 30 ans, me regarde avec pitié. Monsieur Durand, le boulanger du quartier, serre les poings. Mais personne ne dit un mot. Personne ne me défend. Regardez-la, continue Chloé en pointant un doigt vers moi. Assise là comme une statue. C'est tout ce qu'elle fait. Chaque jour dans cette maison, à errer dans les couloirs comme un fantôme, à faire cliqueter ses casseroles à 5 heures du matin. Ethan lève enfin la tête. Son visage est rouge. Il prend une grande gorgée de vin rouge et s'éponge les lèvres avec une serviette. Chloé, s'il te plaît, dit-il. Sa voix à peine un murmure. Pas ici. Pourquoi pas ici? Chloé rit. Un son dur et laid. Tout le monde sait déjà. Tout le monde sait que ta mère est un fardeau pour nous. Une femme de 67 ans qui ne sait rien faire d'autre que des gratins et regarder ses feuilletons. Je sens une chaleur monter le long de mon cou. Mes joues brûlent. Mais je ne dis rien. Je ne bouge pas. Je me contente de sourire. Un petit sourire. Presque imperceptible. Parce qu'ils ne savent pas ce que je sais. Ils ne savent pas ce que je prépare depuis 3 mois. Le dit J. Un jeune homme à qui j'avais parlé la semaine dernière, croise mon regard de l'autre côté de la salle. Je lui fais un très léger signe de tête. Il sait exactement quoi faire. Mesdames et messieurs, dit le DJ. Sa voix résonnant dans le microphone. La mère du futur marié a préparé une surprise très spéciale pour les heureux fiancés. Un cadeau qu'ils n'oublieront jamais. Chloé me regarde, confuse. Son sourire malveillant s'efface lentement. Ethan arrête de mâcher, la bouche entr'ouverte. Tout le monde se tourne vers l'écran géant monté sur le mur principal de la salle de réception. Les lumières baissent. Les murmures cessent complètement. Je continue de sourire. Parce qu'après 67 ans de vie, 40 ans de mariage et 35 ans de maternité, mon moment est enfin arrivé. L'écran s'anime. Puis, lentement, la vidéo qui va tout changer pour toujours commence à être diffusée. Ma vengeance, voyez-vous, n'a pas commencé ce soir. Elle a commencé il y a 5 ans, avec une promesse. Cela a commencé l'année où mon mari, Théodore, est mort d'une crise cardiaque. Ethan avait alors 30 ans. Il vivait dans son propre appartement en centre-ville de Lyon, travaillait dans la quincaillerie de son parrain, et il me rendait visite tous les dimanches après la messe. Il apportait toujours des croissants de la boulangerie de Monsieur Durand et un paquet de café fraîchement moulu.
Nous nous asseyions dans la cuisine. Et il me parlait de son travail. De ses projets. Des filles qu'il fréquentait. Maman, disait-il en prenant ma main dans la sienne. Ne t'inquiète de rien. Je prendrai toujours soin de toi. Papa me l'a fait promettre avant de partir. Et je lui ai donné ma parole. Ces mots étaient mon réconfort. Ils me faisaient sentir que je n'étais pas seule au monde. Que mon fils unique m'aimait aussi farouchement que je l'avais aimé toutes ces années. La maison semblait vide sans Théodore. Mais les visites d'Ethan comblaient le silence. Juste pour un temps. Le silence était la chose la plus bruyante que mon mari avait laissée derrière lui. Il résonnait dans les couloirs et s'asseyait dans son fauteuil préféré. La voix d'Ethan. Son rire. Le repoussait dans les coins. Mais tout a changé quand Ethan a perdu son travail. La quincaillerie a fait faillite. Victime de l'ouverture d'une grande surface de bricolage en périphérie. Il n'a rien trouvé d'autre. Il avait des dettes bancaires. Un prêt étudiant qu'il n'avait jamais tout à fait remboursé. Il a dû abandonner son appartement. Un soir, il s'est présenté à ma porte avec 2 valises usées et les yeux rougis. Juste pour quelques mois. Maman? A-t-il demandé? La voix étranglée par la honte. Juste le temps que je me remette sur pied. J'ai dit oui. Bien sûr. J'ai dit oui. C'était mon fils. Ma seule famille. La maison était grande. Remplie des fantômes des souvenirs de son père. Je pensais que l'avoir ici serait un réconfort. Pour nous deux. Les premiers mois furent paisibles. Ethan cherchait du travail pendant la journée. Le soir, nous regardions de vieux films ensemble à la télévision. Je lui préparais ses plats préférés, la blanquette de veau, le hachis parmentier, mon poulet rôti du dimanche. Il m'aidait avec les courses lourdes et tondait la pelouse sans que je le lui demande. J'avais l'impression que les choses allaient s'arranger. J'avais l'impression que nous formions à nouveau une équipe. Comme lorsque nous étions seuls quand il était petit et que Théodore travaillait tard. Mais Ethan ne trouvait pas de travail. Pas un qu'il jugeait assez bon pour lui. En tout cas. 6 mois passèrent. Puis 1 an. Il a commencé à boire de la bière l'après-midi. Les canettes s'alignant sur la table basse comme de petits soldats de plomb. Il veillait tard. Faisant défiler des vidéos sur son téléphone. La lumière bleue projetant une lueur fantomatique sur son visage dans le salon sombre. Il a cessé d'aider aux tâches ménagères. Il a cessé de chercher du travail avec la même énergie. Cette ville n'a aucune opportunité. Grommelait-il, regardant par la fenêtre de la cuisine la rue calme. Tous les emplois sont pour des jeunes qui savent coder. Ou pour des gens prêts à travailler au SMIC. J'essayais de l'encourager. Je lui disais que les choses iraient mieux. Qu'il fallait juste être patient. Mais à l'intérieur, un œuf froid d'inquiétude commençait à se former dans mon estomac. Mon fils changeait. Il devenait amer. Plein de ressentiment. Le jeune homme brillant et plein d'espoir que je connaissais disparaissait. Remplacé par un étranger aux yeux fatigués et au dos voûté en permanence. Et puis Chloé Cartier est apparue. Il l'a rencontrée à l'anniversaire de sa cousine. Lucie. Chloé avait 23 ans. Travaillait comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats du centre-ville. Elle venait d'une famille aisée. Son père possédait une chaîne de boutiques de vêtements dans la presqu'île. Ethan est rentré ce soir-là en parlant d'elle comme s'il avait rencontré une déesse. Maman. C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle est intelligente, élégante, et elle m'a vraiment prêté attention. Je n'arrive pas à y croire. Au début, j'étais heureuse pour lui. Je pensais qu'une petite amie lui ferait du bien. Le motiverait à trouver du travail. Le sortirait de la dépression dans laquelle il s'enfonçait.
Mais quand Chloé est venue pour la première fois, j'ai su immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle est arrivée dans une robe chère et des talons hauts qui claquaient sèchement sur mon parquet. Elle a regardé ma maison comme si c'était un musée poussiéreux. Elle s'est assise sur le bord du canapé sans laisser son dos toucher les coussins. Comme si elle avait peur de se salir. Madame Dubois, dit-elle. Son sourire parfaitement poli mais totalement faux. Ethan m'a tant parlé de vous. Quelle charmante maison vous avez. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Ses yeux parcouraient les vieux rideaux. Les meubles en bois usés. Les photographies délavées sur les murs. Ses yeux me jugeaient. Pendant le dîner, Chloé a parlé sans fin de son travail, de ses amis, des restaurants chers où elle aimait manger. Ethan la fixait. Hypnotisé. Suspendu à chaque mot qui tombait de ses lèvres peintes en rouge. Ma famille a une maison au lac d'Annecy, dit Chloé. Nous devrions y aller un week-end? Ethan. Tu adorerais. Après cette première visite, Ethan a commencé à changer encore plus. Il a commencé à critiquer ma cuisine. Chloé dit que tu utilises trop de sel. Maman. Ce n'est pas sain. Il a commencé à se plaindre de la façon dont je m'habillais. Maman. Pourquoi n'achètes-tu pas des vêtements plus modernes? Chloé connaît de très bonnes boutiques. Peu à peu, mon fils m'échappait. Nous ne regardions plus de films ensemble. Nous n'avions plus nos longues conversations dans la cuisine. Il sortait tous les soirs avec Chloé et rentrait tard. Le week-end, il allait à la maison du lac des Quartiers. Et quand il revenait, il avait toujours quelque chose à redire. La maison était trop vieille. Je ne savais pas cuisiner de la nourriture moderne. Mes amis du quartier n'étaient pas assez cultivés. Chloé dit que tu devrais apprendre à utiliser un ordinateur? M'a-t-il dit une fois. Elle dit que les femmes de ton âge ne peuvent pas se permettre d'être à la traîne. Chloé dit que cette maison a besoin d'une rénovation complète? A-t-il dit une autre fois. Elle ne vaudra jamais rien avec cette apparence. C'était toujours, Chloé dit ceci. Chloé dit cela. Comme si les opinions de cette jeune femme avaient plus de valeur que les miennes. Comme si elle connaissait ma propre maison. Ma propre vie. Mieux que moi. Mais le pire est arrivé le soir où Ethan a annoncé qu'ils allaient se marier. C'était un mardi soir. J'étais à l'évier, en train de laver la vaisselle du dîner. Il est entré dans la cuisine avec une bouteille de vin et 2 verres. Maman. J'ai une nouvelle importante, dit-il. La voix tremblante d'excitation. Chloé a accepté de m'épouser. Je me suis forcée à sourire. Je me suis forcée à le féliciter. À le serrer dans mes bras. Mais à l'intérieur, je sentais une terreur froide au creux de mon estomac. Un pressentiment. Une peur que je ne pouvais pas expliquer. Le mariage est pour quand? Ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Dans 6 mois. Chloé veut un grand mariage. Ses parents vont tout payer. Cette nuit-là, après qu'Ethan soit allé se coucher, je suis restée éveillée dans ma chambre. À réfléchir. À réfléchir à combien mon fils avait changé. À la façon dont Chloé me regardait. À l'avenir. Et pour la première fois de ma vie, j'avais peur d'être seule. Pas seule parce que mon mari était parti, mais seule parce que mon propre fils devenait un étranger. Quelqu'un qui ne me voyait plus comme sa mère, mais comme Chloé me voyait, un obstacle. Quelque chose de vieux qui n'était plus utile. C'est cette nuit-là que j'ai commencé à comprendre que mon fils n'était plus mon fils. Il était devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Quelqu'un que je commençais à craindre. La première fois que j'ai su la vérité. La vérité réelle et indéniable. Ce fut un jeudi après-midi.
Ethan était sorti avec Chloé pour visiter des lieux de réception pour le mariage. Je nettoyais sa chambre, chose qu'il ne faisait plus jamais lui-même. Sous son lit, à moitié caché par une basket oubliée, j'ai trouvé un porte-documents en cuir. Au début, j'ai pensé que c'était des papiers pour le petit boulot qu'il avait finalement pris dans une station-service. Juste pour avoir un peu d'argent de poche. Mais quand j'ai vu mon nom imprimé sur l'un des documents à l'intérieur, une curiosité froide s'est emparée de moi. J'ai ouvert le porte-documents. Et mon monde s'est effondré. C'étaient des documents bancaires. Des papiers pour un prêt qu'Ethan avait demandé en utilisant ma maison comme garantie. Ma maison. La maison que Théodore et moi avions achetée avec 40 ans de sueur et d'économie. La maison où Ethan était né et avait grandi. Il avait falsifié ma signature. Il avait soumis des documents attestant que j'avais accepté de mettre la maison en garantie pour un prêt de 150 000 €. De l'argent qu'il avait déjà utilisé pour acheter une nouvelle voiture et verser un acompte pour la lune de miel que Chloé voulait à Hawaï. Mes mains tremblaient en lisant. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. Comme mon mari. Ethan avait menti. Il avait commis une fraude. Il avait risqué le seul endroit que j'avais au monde. Mais ce n'était pas le pire. J'ai trouvé d'autres papiers. Des impressions de sites web, détaillant les services et les tarifs des maisons de retraite de la région. Il avait une liste. Les lieux. Les frais mensuels. Les commodités. Il avait surligné les moins chers en jaune. Sur une feuille de papier volante. De sa propre écriture. Il avait griffonné des notes. Jardin de l'érable. 3 000 € au mois. Près de l'hôpital au cas où elle tombe malade. Je me suis assise sur son lit. Les papiers serrés dans mes mains. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. Mon propre fils prévoyait de me mettre dans une maison de retraite. Mon propre fils avait décidé de mon avenir sans même me le demander. Et pourtant, il restait une dernière pièce de cruauté à découvrir. Tout au fond du porte-documents, glissée dans une fine pochette, se trouvait une enveloppe jaune impeccable. À l'intérieur, j'ai trouvé une lettre manuscrite de Chloé. Une lettre adressée à Ethan. Elle disait: Mon amour, j'ai parlé à mes parents. Et ils sont d'accord. Après le mariage, ta mère ne peut pas continuer à vivre avec nous. Il est impossible de fonder une nouvelle famille avec une vieille femme dans la maison. J'ai déjà regardé. Et les jardins de l'érable semblent très bien. Ils ont des infirmières de garde 24h24 et des activités pour l'occuper. On peut payer les 3 premiers mois avec l'argent de la vente de ces vieux meubles. Ne te sens pas coupable. C'est pour le mieux. Pour tout le monde. J'ai lu cette lettre 5 fois. Chaque mot était un couteau dans ma poitrine. Chloé ne faisait pas que ne pas m'aimer. Elle me méprisait. Elle avait convaincu Ethan que j'étais un problème à résoudre. Un obstacle à retirer de leur chemin. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. J'ai refermé le porte-documents. L'ai glissé sous le lit et suis sortie de la chambre sur des jambes tremblantes. Je suis allée à la cuisine et me suis assise à la table, buvant un verre d'eau. Ma main tremblant si violemment que le verre claquait contre mes dents. Pendant les 2 heures qui ont suivi, je n'ai fait que pleurer. J'ai pleuré pour le fils que je n'avais plus. J'ai pleuré pour la famille que j'avais perdue sans même m'en rendre compte. J'ai pleuré pour un avenir que d'autres avaient décidé pour moi. Quand Ethan est rentré ce soir-là, en sifflotant, mes larmes avaient séché. J'avais pris une décision. Je n'allais pas le confronter. Je n'allais pas lui crier dessus. Je n'allais pas pleurer devant lui. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. J'allais observer. J'allais écouter. J'allais rassembler des informations.
Car si mon propre fils était capable de me trahir de cette façon, je devais savoir jusqu'où allait la trahison. Comment ça s'est passé avec les lieux de réception? Ai-je demandé alors qu'il se versait un verre d'eau du robinet. Super. Maman. Chloé en a trouvé un magnifique. Un peu cher. Mais ses parents nous aident. Il mentait avec une telle aisance. Il souriait en me mentant. Comme si j'étais une idiote qui ne remarquerait rien. C'est merveilleux. Dis-je. Vous méritez tous les deux le meilleur. Cette nuit-là, après qu'Ethan fut endormi, j'ai commencé ma propre enquête. J'ai passé en revue tous les papiers sur mon bureau. J'ai cherché le titre de propriété de la maison, la police d'assurance vie de mon mari, mes relevés bancaires. J'ai réalisé qu'Ethan fouillait dans mes affaires depuis des mois. Certains papiers n'étaient plus à leur place. D'autres portaient les faibles marques de pliure d'avoir été photocopiés. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Il avait laissé son téléphone sur la table de la cuisine. Déverrouillé. Une application était ouverte. Une application pour enregistrer les conversations. Il y avait des fichiers datés des 3 derniers mois. Des enregistrements de nos conversations. J'ai mis mes vieux écouteurs et j'en ai écouté un. C'était une discussion que nous avions eue la semaine précédente sur mes économies. Je lui avais dit que j'avais un petit pécule mis de côté pour les urgences. Dans l'enregistrement, j'entendais parfaitement ma voix, lui disant le montant exact. Ethan m'espionnait. Il collectait des informations sur mon argent, mes biens, mes conversations privées. Cette nuit-là, assise dans l'obscurité de ma cuisine, j'ai compris que la situation était bien pire que je ne l'avais imaginé. Il ne voulait pas seulement se débarrasser de moi. Il prévoyait de me voler. Il documentait tout pour monter un dossier prouvant que j'étais une vieille femme sénile incapable de gérer ses propres affaires. Pour la première fois en 67 ans, j'ai ressenti une véritable terreur. La terreur de mon propre fils. La terreur de finir à la rue. La terreur de mourir seul et abandonné dans une maison de retraite pendant qu'il vivrait dans ma maison avec mon argent. Mais à côté de la terreur, quelque chose d'autre s'est agité en moi. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La rage. Une rage froide, calculatrice, intelligente. Une rage qui ne me demandait pas de crier ou de pleurer. Une rage qui exigeait un plan. Si Ethan et Chloé voulaient jouer un jeu sale, j'allais leur apprendre à vraiment jouer. S'ils pensaient pouvoir manipuler une vieille femme idiote, ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient choisi la mauvaise. Cette nuit-là, pendant qu'ils dormaient paisiblement, croyant avoir tout sous contrôle, j'ai commencé à planifier ma contre-attaque. Ils ne savaient pas que 40 ans de mariage m'avaient appris à être très observatrice. Ils ne savaient pas que j'avais élevé un fils et que, par conséquent, je connaissais toutes les formes de manipulation. Ils ne savaient pas que la femme silencieuse et soumise qu'ils voyaient tous les jours n'était qu'un masque. Un masque que j'avais porté pour maintenir la paix dans ma famille. Mais la paix était terminée. Et le masque était sur le point de tomber. Le lendemain, je me suis réveillée à 5 heures du matin. Comme toujours. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais pas la même femme qui s'était couchée la veille. Pendant ces quelques heures de sommeil, quelque chose en moi avait changé. La victime était morte. Une stratège était née. J'ai préparé du café et me suis assise dans la cuisine avec un nouveau carnet que j'avais acheté la semaine précédente pour y noter des recettes. Maintenant, je l'utiliserai pour quelque chose de complètement différent. Pour planifier la chute de mon fils et de sa fiancée. Sur la première page, j'ai écrit « Ethan Dubois et Chloé Cartier. Le plan de vengeance ». En dessous, j'ai dressé la liste de tout ce que j'avais découvert. Le prêt frauduleux.
Les plans pour la maison de retraite. Les enregistrements secrets. La lettre de Chloé. Tout était documenté. J'avais des preuves, mais il m'en fallait plus. Il me fallait des preuves irréfutables. Quand Ethan est descendu pour le petit déjeuner, ma première performance était prête. Mon fils, dis-je en lui servant des œufs brouillés. Je pensais à ce que tu as dit sur le mariage hier soir. Je crois que tu as raison. Cette maison est trop vieille pour un jeune couple. Ethan leva les yeux. Surpris. Vraiment? Maman? Oui. Mentis-je avec un doux sourire. Chloé mérite de commencer son mariage dans un bel endroit. Et vous deux? Vous avez besoin de votre intimité. Les yeux d'Ethan s'illuminèrent. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'avais enfin été convaincu de partir volontairement. Alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Où iras-tu? Eh bien? Dis-je, feignant de réfléchir. J'ai regardé quelques options. Il y a des endroits très agréables pour les gens de mon âge. Avec des activités. Des infirmières. D'autres dames avec qui discuter. C'était un mensonge. Bien sûr. Mais j'avais besoin qu'Ethan pense que son plan fonctionnait. J'avais besoin qu'il baisse sa garde. Je suis si content que tu penses comme ça. Maman, dit-il en avalant ses œufs. Chloé va être si heureuse. Après le petit déjeuner, Ethan partit travailler en sifflotant. Il croyait avoir gagné au loto. Il pensait que je partirais sans me battre. Et qu'il obtiendrait tout. Dès que sa voiture a quitté l'allée, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Maître Bernard. Il avait été l'avocat et le meilleur ami de mon mari pendant 30 ans. Bernard avait 72 ans et était à la retraite. Mais il aidait encore de vieux amis pour des questions juridiques. Maître Bernard? Dis-je. La voix ferme. J'ai besoin de vous voir. D'urgence. C'est une affaire très sérieuse. Bien sûr. Éléonore? Dit-il. Sa voix chaleureuse et inquiète. Voulez-vous que je vienne à la maison? Non. Répondis-je. Plutôt à votre bureau. Et Bernard? Cela doit rester entre nous. Personne ne doit savoir que je suis venu vous voir. 1 heure plus tard, j'étais assise en face de Bernard dans son petit bureau à domicile. Tapissé de livres. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les copies que j'avais faites des documents du prêt frauduleux. Je lui ai montré la lettre de Chloé. Je lui ai expliqué les enregistrements. Bernard a écouté en silence, secouant la tête avec une expression triste et lasse. Quand j'ai fini de parler, il a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Éléonore? Dit-il. La voix lourde. C'est très grave. Ce que votre fils a fait est un crime. Il pourrait aller en prison pour ça. Je ne veux pas l'envoyer en prison. Bernard? Dis-je. C'est mon fils. Mais je ne veux pas non plus finir dans une maison de retraite pendant qu'il vive dans ma maison avec mon argent. Alors? Que voulez-vous faire? Je veux me protéger. Dis-je. Ma voix se durcissant. Je veux m'assurer qu'ils ne peuvent rien me faire. Et je veux qu'ils reçoivent une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Jamais. Bernard sourit. C'était la première fois que je le voyais sourire depuis mon arrivée. J'ai toujours su que vous étiez plus intelligente que vous ne le laissiez paraître. Dit-il. Votre mari me le disait toujours. Bernard? Disait-il. Mon Éléonore peut sembler discrète. Mais elle a l'esprit le plus vif que j'ai jamais connu. Pendant les 2 heures qui ont suivi, Bernard et moi avons conçu une stratégie parfaite. Il enquêterait légalement sur le prêt frauduleux.
Il m'aiderait à changer mon testament sans qu'Ethan le sache. Et nous documenterions tout ce qu'Ethan et Chloé faisaient. Vous avez besoin de preuves plus solides? Éléonore a conseillé Bernard. Vous devez les enregistrer en train de parler de leur plan. Vous avez besoin de preuves qu'ils conspirent contre vous. Il m'a expliqué comment fonctionnaient les petits enregistreurs numériques. Comment je pouvais en cacher un dans mes vêtements ou mon sac à main. Comment je pouvais orienter les conversations pour leur faire dire des choses incriminantes. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Demanda-t-il. Le regard sérieux. Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. J'en suis sûr. Dis-je. J'ai passé 40 ans à être une épouse obéissante et 35 ans à être une mère dévouée. Il est temps que je devienne une femme qui se défend. Je suis partie du bureau de Bernard avec un enregistreur numérique de la taille d'une pièce de 2 € caché dans mon sac à main. J'avais aussi un plan détaillé pour les 4 prochains mois. 4 mois pour rassembler toutes les preuves dont j'avais besoin. 4 mois pour préparer le piège parfait. Cet après-midi-là, je me suis arrêtée dans un magasin d'électronique. J'ai acheté un autre enregistreur. Un peu plus grand. À cacher dans ma chambre. J'ai aussi acheté une minuscule caméra déguisée en oiseau décoratif. Un petit pinceau en céramique qui aurait l'air parfaitement inoffensif sur la cheminée du salon. Le vendeur, un jeune homme aimable, m'a patiemment montré comment tout fonctionnait. C'est juste pour garder un œil sur la maison quand je pars en voyage? Lui ai-je menti doucement. Vous savez comment c'est de nos jours avec la sécurité. Quand je suis rentrée, Ethan était déjà de retour du travail. Il était dans le salon, parlant au téléphone avec Chloé. Il ne m'avait pas entendu entrer. Oui. Mon amour, disait-il. Sa voix basse et conspiratrice. Je lui ai parlé ce matin. Elle est d'accord. Elle dit qu'elle va commencer à chercher une maison de retraite de son côté. Je suis restée silencieusement dans le couloir, à écouter. Non. Ça ne va pas être un problème, a-t-il poursuivi. Je pense qu'elle était même un peu soulagée. Tu sais comment sont les personnes âgées. Elles se sentent comme un fardeau. J'ai allumé l'enregistreur dans mon sac à main. L'argent? Ne t'inquiète pas. Dès qu'elle sera partie, on vendra quelques vieux meubles. Et on aura assez pour les premiers mois. Ensuite, on verra pour toucher l'assurance vie de mon père. C'est à son nom. Mais Bernard pourra probablement nous aider à trouver une solution. Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur. Mais maintenant, chaque coup de poignard était enregistré. Chaque mensonge était documenté. Je t'aime. Chloé. Bientôt. Ce ne sera que nous deux. Et tout sera parfait. Quand il a raccroché, je suis entrée dans le salon avec un sourire. C'était Chloé? Oui. Maman, dit-il en se retournant. Son propre sourire large et candide. Je lui disais justement que tu as décidé de chercher un endroit. Elle est vraiment heureuse pour toi. C'est bien. Ai-je menti? Avez-vous déjà une date pour le mariage? On pense à février. Chloé veut un mariage au printemps. C'est charmant. Dis-je. Ma voix douce comme le miel. Je commencerai à regarder ces maisons de retraite demain. Je veux que tout soit réglé d'ici là. Ethan me serra dans ses bras. Tu es la meilleure maman du monde, murmura-t-il dans mes cheveux. Chloé avait raison. Elle disait que tu étais assez intelligente pour prendre la bonne décision. Pendant qu'il me tenait, je pensais à tout ce que je venais d'enregistrer. À tout ce que j'allais enregistrer dans les mois à venir. À la surprise que je leur réservais. Cette étreinte ne ressemblait pas à de l'amour. Elle ressemblait à l'étreinte froide et finale d'un prédateur se refermant sur sa proie.
Mais il s'était trompé. Il n'était pas le prédateur. C'était lui qui marchait dans le piège. Cette nuit-là, après le dîner, je suis allée dans ma chambre de bonne heure. J'ai placé le plus grand enregistreur sous mon lit et je l'ai réglé pour qu'il enregistre toute la nuit. Je voulais savoir si Ethan et Chloé parlaient quand ils me croyaient endormie. Le lendemain matin, en écoutant l'enregistrement, j'ai découvert qu'ils l'avaient fait. Vers 11h du soir, Chloé était passée. Ils étaient restés dans la chambre d'Ethan pendant 2 heures, à planifier mon avenir. Tu as découvert combien vaut la maison? La voix de Chloé était nette et claire. Mon oncle Charlie dit au moins un demi-million, répondit Ethan. Elle est dans un bon quartier. Parfait. Avec ça, on pourra payer le grand mariage que je veux. Et il restera encore assez pour tout rénover. Et si ta mère change d'avis? Elle ne le fera pas, dit Ethan avec confiance. Les vieilles dames comme elles finissent toujours par faire ce qu'on leur dit. En plus, elle a déjà signé les papiers du prêt. Même si elle le voulait, elle ne peut plus faire marche arrière. En les écoutant planifier ma destruction avec une telle froideur, un tel calcul, j'ai senti les derniers vestiges de mon amour maternel se ratatiner et mourir dans mon cœur. Ils n'étaient pas seulement avides. Ils étaient cruels. Ils prévoyaient de me laisser sans rien pendant qu'ils profiteraient des fruits du travail de toute ma vie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi aussi, je planifiais. Et mon plan allait être bien meilleur que le leur. Pendant les 3 mois suivants, je suis devenue la meilleure actrice du monde. Chaque jour, je perfectionnais mon rôle de vieille femme résignée qui avait accepté son sort. Pendant ce temps, je rassemblais des preuves comme une détective professionnelle. Les enregistrements s'accumulaient. Ethan et Chloé parlaient chaque nuit de leurs plans, de la façon dont ils allaient remodeler ma maison, des meubles qu'ils allaient vendre, de l'argent qu'ils allaient obtenir de l'assurance vie de mon mari. Après le mariage, on change toutes les serrures, dit Chloé une nuit, sa voix parfaitement captée par l'enregistreur sous mon lit. Comme ça, ta mère ne pourra pas revenir? Même si elle change d'avis. Et si elle vient chercher ses affaires? On lui donnera 1 heure pour prendre le strict minimum. Le reste, on le vendra ou on le jettera. Après tout, elle n'aura pas besoin de grand-chose dans une maison de retraite. Maître Bernard m'a aidé à changer mon testament sans qu'Ethan le sache. Désormais, tout mon argent et mes biens seraient donnés à un foyer pour enfants de la région. Ethan n'hériterait pas d'un seul centime. En êtes-vous sûr? Éléonore? M'a demandé Bernard lorsque j'ai signé les nouveaux documents dans son bureau. C'est votre unique fils. Mon fils est mort il y a longtemps? Ai-je répondu? La main ferme. L'homme qui vit dans ma maison est un étranger qui veut me voler. Nous avons également enquêté sur le prêt frauduleux. Bernard a engagé un détective privé, un homme discret du nom de Monsieur Jones, qui a confirmé qu'Ethan avait falsifié ma signature. Le détective a obtenu une déclaration sous serment d'un employé de banque qui se souvenait d'Ethan venant seul avec les papiers. L'air nerveux. Nous avions assez de preuves pour l'envoyer en prison pour au moins 5 ans. Mais je ne voulais pas de justice légale. Je voulais une justice poétique. L'idée de la vidéo m'est venue un soir de novembre. Ethan et Chloé regardaient une émission de télé-réalité sur les mariages. Ils commentaient les cérémonies qu'ils voulaient avoir. Mon rêve est d'avoir un mariage que personne n'oubliera jamais, dit Chloé avec un soupir. Je veux que les gens en parlent pendant des années. À ce moment-là, j'ai su exactement ce que j'allais faire. J'allais offrir à Chloé le mariage qu'elle n'oublierait jamais. Mais pas pour les raisons qu'elle attendait. Le lendemain, j'ai appelé Bernard et lui expliqué mon plan.
Je veux que vous engagiez quelqu'un qui puisse monter les enregistrements en une vidéo. Dis-je. Je veux que vous preniez toutes les conversations où il parle de me mettre dans une maison de retraite. De vendre la maison. De prendre mon argent. Pourquoi faire? Demanda Bernard. Une note de curiosité dans la voix. Pour la montrer à tout le monde? Dis-je. À leur fête de fiançailles. Bernard resta silencieux un moment. Puis il gloussa. Éléonore. Vous êtes diabolique. J'adore. Nous avons tout organisé avec une précision militaire. Le monteur vidéo était un jeune homme qui travaillait avec Bernard sur des cas de divorce. Il savait comment combiner l'audio avec des images pour créer des présentations percutantes. Madame Dubois, dit-il quand je lui ai expliqué ce que je voulais. Ça va être une bombe nucléaire. La vidéo était parfaite. Elle durait 15 minutes. Elle commençait par des photos d'Ethan enfant. Avec moi et son père. Une musique douce et sentimentale jouait en fond. Cela ressemblait à un hommage normal. Mais ensuite, les enregistrements commenceraient. La voix d'Ethan disant que j'étais un fardeau. La voix de Chloé expliquant comment ils allaient se débarrasser de moi. Les plans pour la maison de retraite. Les conversations sur la vente de mes meubles, tout était documenté. Tout avec des dates et des heures. Tout avec leur propre voix. La vidéo se terminait par une seule phrase apparaissant à l'écran en grosses lettres grasses, pour que vous sachiez qui sont vraiment Ethan Dubois et Chloé Cartier. Pendant ce temps, je continuais à faire semblant de chercher des maisons de retraite. Une fois par semaine, je quittais la maison avec mon sac à main et revenais avec des brochures de différents établissements. Ethan et Chloé pensaient que je prenais mes dispositions pour partir. Tu as décidé quelle maison tu préfères? Me demandait Ethan, en essayant d'avoir l'air concerné. J'hésite entre deux options. Mentais-je. L'une est plus proche de la ville, mais l'autre a de meilleures activités. Prends ton temps. Maman. Nous voulons que tu sois à l'aise. Quel hypocrite. Quel menteur. Mais je continuais simplement à sourire et à agir comme si je le croyais. En décembre, Chloé a annoncé qu'ils avaient décidé d'organiser une grande fête de fiançailles avant le mariage. Ils allaient inviter toute leur famille, leurs amis et leurs voisins. Ils voulaient que ce soit un événement mémorable. Ce sera dans la salle de bal du domaine de la Source, m'a dit Ethan. Chloé veut que ce soit très élégant. C'est charmant. Ai-je répondu. Est-ce que je peux aider pour quelque chose? Ne t'inquiète pas. Maman. Les parents de Chloé engagent un organisateur. Tu n'as qu'à te présenter. Être jolie et t'amuser. Parfait. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure occasion. Une semaine avant la fête, j'ai appelé le DJ qu'ils avaient engagé. C'était un homme plus âgé qui connaissait ma famille depuis des années. Monsieur Lambert, dis-je, j'ai besoin de vous demander une faveur très spéciale. Je lui ai expliqué que je voulais faire une surprise à Ethan et Chloé. Que j'avais une vidéo hommage que je voulais diffuser pendant le dîner. Bien sûr. Madame Dubois, dit-il chaleureusement. À quelle heure voulez-vous que je la passe? Quand je vous ferai signe. Dis-je. C'est une surprise? Donc ça doit être au moment exact. Monsieur Lambert a accepté sans poser de questions. Il pensait que j'étais une douce mère préparant quelque chose de beau pour son fils. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Les derniers jours avant la fête furent les plus difficiles. Ethan et Chloé étaient étourdis d'excitation. Ils parlaient constamment de la fête, des invités, de la perfection de la soirée. Finalement, tout s'est bien arrangé, m'a dit Ethan la veille. Tu as trouvé un endroit où tu seras heureuse. Nous allons commencer notre vie ensemble.
Tout le monde est gagnant. Oui. Ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Nous allons tous avoir exactement ce que nous méritons. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause des nerfs, mais à cause d'une anticipation électrique et vibrante. Après des mois d'humiliation, de mensonges, de trahison, le moment de mon jugement était enfin arrivé. Je me suis levée tôt et je me suis préparée avec un soin méticuleux. J'ai choisi ma robe vert sapin. Un fourreau de soie simple mais élégant que Théodore avait toujours aimé. Je suis allée au salon de coiffure du centre-ville et j'ai fait coiffer mes cheveux. Les douces vagues argentées encadrant mon visage. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Je voulais être parfaite pour mon moment de triomphe. Quand nous sommes arrivés au domaine, la salle de bal était déjà décorée de fleurs blanches et de lumières dorées scintillantes. Les invités ont commencé à arriver. Mes voisins, les anciens amis de lycée d'Ethan, la riche famille de Chloé, tous sur leurs 31, tous s'attendant à une nuit de célébration. Madame Martin m'a chaleureusement étreinte à l'entrée, me disant combien j'étais belle. Monsieur Durand a incliné son chapeau. Ils étaient tous là pour célébrer un mensonge. Et bientôt, ils seraient tous les témoins de la vérité. L'écran montrait des photos d'Ethan enfant. Une mélodie douce et tendre jouait en fond. Tout semblait normal. Un hommage typique d'une mère fière. Les invités souriaient tendrement, regardant les images de mon fils jouant dans le parc, soufflant ses bougies d'anniversaire, obtenant son diplôme. Chloé se détendit dans son fauteuil. Ethan sourit de soulagement, pensant que ce n'était qu'une vidéo sentimentale. Mais ensuite, la musique changea. Elle devint plus dramatique, plus menaçante. Les photos de famille disparurent et furent remplacées par des images de documents. Des papiers de banque. Des contrats. Des signatures falsifiées. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura Ethan, son sourire s'évanouissant. Sur l'écran, un texte apparut en grandes lettres grasses. Les vrais plans d'Ethan Dubois et Chloé Cartier. La salle de bal tomba dans un silence absolu. Chloé devint pâle. Ethan essaya de se lever. Mais je posai ma main sur son bras. Assieds-toi. Mon fils. Dis-je d'une voix calme et basse. Ça ne fait que commencer. Le premier enregistrement commença à être diffusé. La voix d'Ethan, claire et distincte, résonna dans la salle. Ma mère vieillit. Son esprit n'est plus aussi vif. On doit la convaincre d'aller dans une maison de retraite avant qu'elle ne se rende compte de ce qu'on fait. Les invités se regardèrent, choqués. Madame Martin porta une main à sa bouche. Monsieur Durand secoua la tête de dégoût. Ce n'est pas vrai, cria Chloé. Sa voix stridente. C'est un mensonge. C'est faux. Mais ensuite, le deuxième enregistrement commença. La voix de Chloé. Froide et calculatrice. Les vieilles dames comme elles finissent toujours par faire ce qu'on leur dit. En plus, elle a déjà signé les papiers du prêt. Même si elle le voulait, elle ne peut plus faire marche arrière. Le silence était sépulcral. 50 personnes regardaient l'écran, bouche bée, écoutant comment mon fils et sa fiancée avaient prévu de me voler et de m'abandonner. Arrêtez ça, hurla Ethan, essayant de se lever à nouveau. Laisse finir, dis-je. Après tout, tu as toujours voulu une fête inoubliable. Le troisième enregistrement fut dévastateur. C'était Chloé, parlant froidement de la vente de mes meubles. On lui donnera 1 heure pour prendre le strict minimum. Le reste, on le vendra ou on le jettera. Après tout,
Elle n'aura pas besoin de grand-chose dans une maison de retraite. Plusieurs invités commencèrent à se lever. Certains semblaient indignés. D'autres voulaient simplement partir. Mais personne ne pouvait détacher les yeux de l'écran. C'est illégal, cria Chloé. Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations privées. Des conversations privées? Répondis-je sans perdre mon sang-froid. Dans ma propre maison? En train de planifier de me voler dans mon propre salon? La vidéo continua. D'autres enregistrements apparurent. Ethan parlant de la façon dont il avait falsifié ma signature sur le prêt bancaire. Chloé calculant combien d'argent ils obtiendraient en vendant la maison. Les deux riant de la facilité avec laquelle il m'avait trompé. Après le mariage, on change toutes les serrures. Entendit-on la voix de Chloé sur l'enregistrement. Comme ça. Ta mère ne pourra pas revenir? Même si elle change d'avis. Le père de Chloé se leva de sa table. Son visage était rouge de honte. Chloé. Qu'est-ce que ça signifie? Papa. Ne le crois pas. Cette vieille femme est folle. Mais il était trop tard. La vidéo montrait de vrais documents. Des copies des papiers falsifiés. La preuve de tout ce qu'ils avaient prévu. Il n'y avait aucun moyen de le nier. L'enregistrement le plus accablant arriva vers la fin. C'était Ethan et Chloé. Leur voix basse dans le silence nocturne de ma maison. Discutant de la police d'assurance vie de mon mari. Dès qu'elle sera dans la maison de retraite? Dit la voix d'Ethan. On verra pour toucher l'assurance vie de mon père. C'est à son nom. Mais cet argent devrait nous revenir. Assez. Rugit Ethan. Frappant du poing sur la table. Les verres sursautèrent. Et une éclaboussure de vin rouge tacha la nappe blanche comme une goutte de sang. Assez. Mais je n'allais pas m'arrêter. Pas après des mois d'humiliation. Pas après qu'ils aient prévu de voler tout ce pourquoi j'avais travaillé pendant 40 ans. Il y a encore plus? Dis-je calmement. À l'écran apparurent les photos des brochures des maisons de retraite qu'Ethan avait consultées. Des documents où il avait calculé les coûts. Des notes écrites de sa propre main sur la façon dont ils allaient se débarrasser de moi. Jardin de l'érable. 3 000 € au mois. Près de l'hôpital au cas où elle tombe malade. Le texte a apparu à l'écran. Une citation directe de ses notes. Les murmures dans la salle se transformèrent en exclamations d'indignation. Plusieurs personnes commencèrent à crier sur Ethan et Chloé. D'autres se levèrent et partirent sans dire un mot. Leurs visages des masques de dégoût. Vous êtes des monstres. Cria Madame Martin. Sa voix tremblante de rage. Comment osez-vous traiter votre propre mère comme ça? Vous devriez être en prison. Ajouta Monsieur Durand. Pointant un doigt épais vers mon fils. Chloé essaya désespérément de s'expliquer. Vous interprétez tout de travers. Nous voulions seulement ce qu'il y a de mieux pour elle. Ce qu'il y a de mieux pour moi? Je me levai enfin. Ma voix, quand je parlais, était claire et forte. Et elle porta jusqu'à chaque coin de la pièce. Voler ma maison? C'était ce qu'il y avait de mieux pour moi? Falsifier ma signature? C'était ce qu'il y avait de mieux pour moi? Planifier de me mettre dans une maison de retraite contre ma volonté? C'était ce qu'il y avait de mieux pour moi? Ethan avait les larmes aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de colère d'avoir été pris. Maman. S'il te plaît. Balbutia-t-il. La voix brisée. On peut en parler en privé. Non. Criai-je. Le mot explosant d'un endroit profond en moi. Plus de conversations privées. Plus de mensonges. Pendant des mois. Vous m'avez traité comme une idiote qui ne remarquait rien. Pendant des mois. Vous avez comploté et manigancé dans mon dos. Dans ma propre maison.
En mangeant ma nourriture? Tout en me souriant au visage. La vidéo arriva à sa fin. Sur l'écran, les mots finaux apparurent en lettres énormes. Voici la véritable histoire d'Ethan Dubois et Chloé Cartier. Pour que tout le monde sache qui ils sont vraiment. Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne savait quoi dire. Personne ne savait où regarder. Chloé rompit le silence avec un cri hystérique. Tout ça, c'est la vengeance d'une vieille femme amère qui n'accepte pas que son fils n'ait plus besoin d'elle. Ces mots furent sa dernière erreur. Car ils confirmaient tout ce que les invités venaient d'entendre dans les enregistrements. Ils confirmaient que tout était vrai. Chloé, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Tu as raison sur une chose. Je suis une vieille femme. Mais je ne suis pas une idiote. Et je ne suis certainement pas une victime. Je me suis dirigée vers le microphone que M. Lambert avait laissé sur une table voisine. C'était l'heure de mon discours final. Mesdames et messieurs, dis-je, la voix stable. Je suis désolé que vous ayez dû assister à cela. Mais il était nécessaire que tout le monde connaisse la vérité. Les quelques invités restants me regardèrent avec un mélange de pitié et d'admiration. Pendant des mois, continuai-je, mon regard balayant les visages stupéfaits des parents de Chloé. J'ai prétendu être la mère idiote qui se laissait manipuler. Mais en réalité, je rassemblais des preuves. Je documentais tout. Je me préparais pour ce moment. Je tournais mes yeux vers mon fils. Parce que personne, et je répète, personne, n'a le droit de décider de mon avenir sans mon consentement. Personne n'a le droit de me voler. Et personne n'a le droit de me traiter comme si j'étais un déchet. Ma vengeance était complète. Mais le coup final était encore à venir. Maître Bernard? Dis-je en regardant vers une table au fond. Pourriez-vous me rejoindre? S'il vous plaît? Maître Bernard se leva lentement. Il portait une mallette en cuir noir. Je vous présente Maître Bernard. Mon avocat. Et l'avocat de mon défunt mari pendant 30 ans. La tête d'Ethan se redressa brusquement. Avocat? Pourquoi as-tu besoin d'un avocat? Maman? Pour me protéger des voleurs? Répondis-je. Bernard? S'il vous plaît. Expliquez à tout le monde ce que nous avons découvert. Maître Bernard ouvrit la mallette. Après enquête, nous avons confirmé qu'Ethan Dubois a commis une fraude en falsifiant la signature de sa mère pour obtenir un prêt bancaire de 150 000 €. En utilisant cette maison comme garantie. Ethan devint blanc comme un linge. De plus, continua Bernard, nous avons des preuves que M. Dubois prévoyait de placer sa mère dans un EHPAD contre sa volonté et de s'approprier ses biens. Cela constitue une tentative de fraude financière et de maltraitance de personnes âgées. Vous ne pouvez rien prouver? Cria Chloé. Vraiment? Bernard sortit un petit appareil de sa poche. Nous avons plus de 20 heures d'enregistrement où vous planifiez spécifiquement comment voler et abandonner Madame Dubois. Puis j'ai repris la parole. Bernard? Montrez-leur le Nouveau Testament. Bernard sortit un document officiel. Madame Dubois a modifié son testament il y a 2 mois. Ethan Dubois n'est plus l'héritier de quoi que ce soit. Ethan se leva comme s'il avait reçu une balle. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton seul fils. Tu étais mon seul fils. Le corrigeai-je. Maintenant, tu n'es qu'un étranger vivant illégalement dans ma maison. Tout mon héritage sera donné au foyer pour l'enfance Sainte-Marie. Des enfants qui ont vraiment besoin d'aide. Pas des adultes avides qui veulent voler leur propre mère. Bernard brandit un autre document. Nous avons également un avis d'expulsion. Monsieur Dubois a 24 heures pour quitter la propriété de sa mère. Je me suis approché d'Ethan. Pendant 35 ans,
Je t'ai tout donné. Mon amour. Mon temps. Mon argent. Et tu m'as remercié en prévoyant de tout me voler et de m'abandonner. Tu n'as plus le droit de m'appeler maman. Les mères sont pour les fils qui les respectent. Tu n'es qu'un voleur qui est sorti de mon ventre. Je me suis tournée vers Chloé. Et toi? Qui m'a dit que je te dégoûtais? Maintenant? C'est toi qui me dégoûtes. Non pas pour ton visage, mais pour ton âme pourrie. Maître Bernard se tourna vers moi. Éléonore? Souhaitez-vous que nous procédions aux poursuites pénales? Ethan et Chloé me regardèrent, leur visage marqué par une terreur brute. Ils savaient que je tenais leur avenir entre mes mains. Non, dis-je finalement. Le mot était calme, mais il atterrit avec la force d'un jugement. Je ne vous enverrai pas en prison. Je fixai mon fils. Mais si jamais tu t'approches de moi à nouveau, si tu essaies de me contacter, si tu passes ne serait-ce que dans ma rue, Bernard déposera toutes les plaintes immédiatement. Compris? Il hocha la tête, incapable de parler. Je me suis tournée vers le micro une dernière fois. Mesdames et messieurs, je suis désolée que votre soirée ait été gâchée. Mais parfois, la vérité doit être montrée, aussi douloureuse soit-elle. Les quelques invités restants se sont mis à applaudir. D'abord timidement, puis avec plus de force. Madame Martin a crié « Bravo !» Éléonore. Ces misérables le méritaient. D'autres se sont joints aux applaudissements, leur visage montrant non pas de la pitié, mais une admiration féroce et protectrice. Les parents de Chloé, le visage blême de honte et de fureur, sont venus chercher leur fille. Son père l'a attrapée par le bras. Nous partons, siffla-t-il. Ils sont sortis sans dire au revoir. Ethan est resté seul un instant, une figure pathétique. Il m'a regardé, les yeux suppliants. Mais il n'y avait plus rien à lui donner. Il s'est détourné et s'est éloigné, les épaules voûtées par la défaite. La fête de fiançailles était terminée. Quand je me suis retrouvée seule avec Bernard, je me suis effondrée sur une chaise en poussant un profond soupir. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il doucement. « Libre » répondis-je, le mot ayant un goût étrange et merveilleux sur ma langue. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement et totalement libre. 3 jours plus tard, ma maison était vide. Ethan était venu chercher ses affaires. Il ne m'a pas adressé la parole. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il a emballé ses affaires en silence et est parti pour toujours. Pour la première fois en 5 ans, ma maison était vraiment la mienne. Le lendemain, ma nouvelle vie a vraiment commencé. Maître Bernard m'a aidé à annuler le prêt frauduleux. J'ai aussi fait changer toutes les serrures. Les premiers jours furent étranges. Après 5 ans avec quelqu'un d'autre dans la maison, être seul semblait nouveau. Mais pas solitaire. C'était la solitude de la liberté. Je pouvais regarder mes feuilletons sans que personne ne se moque. Je pouvais préparer mes gratins sans que personne ne les critique. Je pouvais me promener dans mes pantoufles usées dans ma propre maison sans que personne ne me dise que j'étais une vieille femme ridicule. L'histoire s'est répandue dans le quartier en quelques jours. Les gens parlaient de ce qui s'était passé à la fête. Certains me félicitaient quand ils me croisaient dans la rue. D'autres me regardaient avec un mélange de crainte et d'admiration. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la mère de Chloé. « Madame Dubois » dit-elle, la voix lourde d'embarras. Je voulais m'excuser pour ce que ma fille a fait. Elle a ajouté, « Chloé est dévastée. Elle dit que vous avez ruiné sa vie. » Je n'ai ruiné la vie de personne, ai-je répondu.
J'ai juste montré la vérité. Ils ont ruiné leur propre vie avec leur choix. Je lui ai dit que le pardon était pour ceux qui étaient vraiment désolés. Votre fille et mon fils ne sont pas désolés de m'avoir fait du mal. Ils sont désolés d'avoir été pris. C'est une très grande différence. Elle n'a plus jamais appelé. 2 semaines plus tard, Bernard m'a donné des nouvelles. Ethan et Chloé avaient rompu. La famille de Chloé avait annulé le mariage. Ethan avait déménagé dans une autre région, cherchant du travail. Ressentez-vous de la tristesse? M'a demandé Bernard. Non. Ai-je répondu honnêtement. Je ressens de la tristesse pour le fils que je croyais avoir. Mais ce fils n'a jamais vraiment existé. 1 mois plus tard, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai décidé de voyager. J'ai acheté un billet de train pour la côte normande. C'était la première fois de ma vie que je voyageais seule. Le voyage fut magnifique. Je suis restée dans un petit hôtel propre au bord de la mer. Je me suis promenée sur la plage et j'ai senti le sable entre mes orteils. Pendant ces 5 jours, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas seulement la mère d'Ethan. Je n'étais pas seulement la veuve de Théodore. J'étais Éléonore Dubois. Une femme de 67 ans avec toute une vie devant elle. Quand je suis revenue, j'ai commencé à faire des changements dans ma maison. J'ai repeint le salon en jaune soleil. J'ai acheté de nouvelles plantes. Ma maison, autrefois un musée de ma vie avec Théodore, s'est lentement transformée en un sanctuaire pour mon avenir. La femme qui traînait en pantoufles usées était partie. À sa place se trouvait une femme qui marchait la tête haute. 6 mois après la fête, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était d'Ethan. Une longue lettre remplie d'excuses et de supplications pour le pardon. Il disait qu'il avait fait une terrible erreur, que Chloé l'avait manipulé. Il me suppliait de le laisser rentrer à la maison. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai placée dans un tiroir. Je n'y ai pas répondu. Le pardon ne signifie pas rouvrir une blessure. Le pardon ne signifie pas permettre à quelqu'un de vous faire du mal à nouveau. Je pouvais pardonner à Ethan dans mon cœur. Mais cela ne signifiait pas que je devais le laisser revenir dans ma vie. J'avais perdu un fils. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, ma dignité. J'avais perdu une famille. Mais j'avais retrouvé quelque chose de plus important, ma liberté. Je m'étais relevé des cendres de la trahison et j'avais reconquis ma vie avec une grâce et une force que personne n'attendait. Je n'étais plus seulement la mère d'Ethan ou la veuve de Théodore. J'étais Éléonore. Et cela suffisait. L'année suivante, j'ai vendu la grande maison de Lyon à une jeune famille. Avec l'argent, j'ai acheté un petit appartement ensoleillé dans une résidence pour seniors actifs au bord de la mer, dans cette même ville de Normandie que j'avais tant aimée. C'était un lieu pour de nouveaux commencements. Là-bas, j'ai appris à peindre à l'aquarelle. Je me suis fait de nouvelles amies. Un jour, un veuf nommé Franck, un professeur d'histoire à la retraite, a emménagé à côté. Nous avons commencé à nous promener sur la plage ensemble, puis à dîner le vendredi soir. Ce n'était pas une romance passionnée, mais quelque chose de plus profond. Une compagnie fondée sur le respect mutuel et le réconfort tranquille de savoir que l'on n'est pas seul. Ma vengeance n'avait pas consisté à les détruire. Elle avait consisté à me sauver moi-même. C'était une déclaration que ma vie avait de la valeur, que ma dignité n'était pas négociable. La vidéo à la fête de fiançailles n'était pas la fin de leur histoire, mais le début de la mienne. Un soir, Franck et moi étions assis sur mon balcon, regardant le soleil se coucher sur l'océan. « Tu sembles très sereine, Éléonore, » dit Franck. J'ai regardé l'océan. J'ai pensé à la femme que j'avais été.
Une veuve discrète s'effaçant lentement. J'ai pensé à la peur. À la trahison. À la rage froide qui m'avait réveillée. Je le suis. Dis-je. Ma voix douce mais sûre. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver ici. J'ai dû traverser le feu. Mais je l'ai fait. Il me serra la main. Le feu ne vous a pas détruite. Il vous a forgé. Il avait raison. La douleur que j'avais endurée ne m'avait pas brisée. Elle m'avait remodelée. Elle avait consumé les parties de moi qui étaient définies par les autres. Et à leur place, elle avait laissé quelque chose de plus fort, de plus pur. Elle m'avait laissé. Moi. Ma vie était faite de petits moments simples, la chaleur du soleil, le goût d'une tomate mûre, le bruit des vagues. Le bonheur tranquille de savoir que j'étais la seule auteure de ma propre vie. Ethan avait essayé d'écrire le dernier chapitre de mon histoire, de me confiner à une fin triste. Mais il avait échoué. J'avais repris la plume entre mes propres mains. À quoi penses-tu ? Demanda doucement Frank. Je me suis tournée vers lui et j'ai souri. Un vrai sourire qui a atteint mes yeux. Je pense, dis-je, que c'est une belle soirée pour un nouveau départ.